Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on rencontre un peu plus tard le marathonien de Lévis, Patrick Arsenault, de retour d'une course en Corée du Nord. Mais d'abord, habitué de relever de nombreux défis, le parathlète Jimmy Pelletier repoussera ses limites dans un mois. C'est avec un vélo adapté qu'il s'attaquera à l'ascension du Kilimandjaro. Rien de moins. Le reportage de Pierre-Antoine Gosselin. L'objectif. 5895 mètres en altitude. C'est ce que compte gravir Jimmy Pelletier à vélo adapté. L'homme de 41 ans se prépare à vivre toute une aventure. Pourquoi le mont Kilimandjaro? Mais dans le fond, le Kilimandjaro, ça monte de loin. Premièrement, à un moment donné, 1 an et demi après mon accident, j'étais parti à Hawaï pendant 3 mois pour aller apprendre l'anglais. Puis un soir de la semaine, ça a donné de même. Puis je restais sur une madame, puis j'avais dit à madame, j'ai dit, un jour, là, j'aimerais ça être en haut d'une montagne. J'aimerais ça, là, sentir là, le sentiment de liberté. Qu'est-ce qui t'attire du mont Kilimandjaro? Bien, ce qui m'attire, c'est surtout aussi le contexte du safari. Moi, à mes 40 ans, je m'avais tout le temps dit, j'aimerais ça faire un safari. Puis là, j'ai fait un combo, dire, gars, je vais aller faire un safari, puis je vais monter le Kilimandjaro. Puis je vais ramasser des sous pour le Patra Camado puis Adaptavie, les 2 causes que je supporte depuis 4 ans. Et le monde, ils me disent, bon, mais Jimmy, ça va être un gros défi. Oui, d'une certaine manière, mais moi, je le prends plus comme une aventure. Parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Moi, je sais que je vais me rendre en haut. Comment? On va y aller étape par étape, parce que là, c'est l'altitude aussi, il faut s'adapter à l'altitude. On va avoir une journée en plein milieu à 3700 mètres pour s'acclimater, tout ça. Que ça va me donner vraiment une grosse chance, mais je suis convaincu que ça va bien aller. L'ex-athlète paralympique sera accompagné par sa conjointe et 4 autres grimpeurs. Bien qu'il sera appuyé par des locaux et des gens expérimentés, il sait que ce défi vient avec son lot de complications. Oui, un petit peu. C'est plus du côté... C'est pas le côté de monter, mais c'est plus le côté... vous allez rire, là, mais aller à la toilette, ça, c'est quand tu es en fauteuil, tu t'en vas là-bas, mais là, il y a quelqu'un qui va m'emmener une toilette. Quand j'ai eu mon accident, je m'ai adapté, puis quand je vais monter, je vais m'adapter à ma manière là-bas, puis... c'est ça que le voyage, c'est ça qui va faire voir. Et c'est la voie Marangu que Jimmy Pelletier va emprunter, qui est finalement la plus populaire auprès des grimpeurs du Kilimandjaro. Il utilise une monture, un vélo, qui est fait pour ce genre d'ascension. Avec ce vélo-là, je pédale là, en alternance avec mes bras. Puis ça, ce style de vélo-là, tu peux monter vraiment à pic. C'est pour ça que j'ai décidé de monter le Kilimandjaro. Il y a quelqu'un en 2009 qui l'a monté, Chris Wandel, puis d'ailleurs, je le connais, j'ai coursé contre lui là, à Atlanta là, à ce moment-là en athlétisme. Puis je me dis, si lui est capable de le monter, pourquoi pas que je serais pas capable? Puis c'est pour ça que j'ai été de l'avant. Puis si c'est vraiment mou, il y a quelque chose, on va s'emmener une planche, puis on va juste la mettre à l'arrière ou la roue, juste pour que ça mord un peu dans... Je vais rouler sur le bois, puis après, je vais continuer. Pas question que quelqu'un t'aide, là. Non, je vais faire le plus possible pour que ça soit autonome. C'est ça, tu sais, c'est un petit but. Le reste, c'est une aventure. La préparation pour cette excursion est primordiale. Bien, l'entraînement, moi, je fais de l'entraînement. Je m'entraîne 6 jours sur 7. Je fais de l'entraînement sur rouleau avec mon vélo de route. Je fais de la musculation, puis aussi, je fais des sorties avec mon vélo de montagne.
que j'alterne, puis je suis vraiment en forme, ça va super bien. Dans le fond, je fais le même training que quand j'avais été au championnat du monde sur l'équipe canadienne, que j'ai ressorti mes petits papiers, mes petits trainings, puis je fais la même affaire, que ça va super bien. Le paracycliste expérimenté s'attend toutefois à ce que le plus gros du travail à effectuer soit mental. Tout se passe entre les deux oreilles. Le ciel n'est pas tout le temps bleu, hein. Il y a des nuages, il va y avoir de la pluie, il peut y avoir de la neige. Que, tu sais, une route, c'est pas parfait. On va y aller étape par étape. Puis je suis convaincu que ça va bien aller. Puis on va s'adapter là, jour après jour. À son retour, il veut parler de son aventure dans ses conférences, dont les fonds amassés vont aux organismes Patro Rocamadour et Adaptavie. Mon but, c'est de faire une aventure, triper, puis avoir du plaisir. Puis aussi, je vais emmener ça dans mes conférences parce que j'ai commencé de conférencier. Puis ça, je vais ajouter ça. Ça va être une corde dans mon arc. Puis je suis convaincu que le monde... Déjà, mon histoire est bonne. Mais Kilimanjaro, là, quand je vais avoir vécu ça avec les images, les photos, je pense que le monde va vraiment vouloir venir voir mes conférences. Son ascension débute le 21 mai. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à Québec. Après la pause, un marathonien de retour du pays de Kim Jong-un. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. Le marathonien de Lévis, Patrick Arsenault, était l'un des rares Nord-Américains à participer le 8 avril dernier au marathon de Pyongyang, en Corée du Nord. Il est de retour de sa visite éclair au pays de Kim Jong-un. À son entrée dans le stade de 50 000 spectateurs, Patrick Arsenault était impressionné. Mais comprenait aussi que la foule était dirigée. Quand on voit le stade, c'est super impressionnant parce qu'il est plein, puis il n'y a pas une place de libre, puis tout le monde a les cheveux noirs, puis tout le monde est habillé un peu de la même façon. Donc, c'est très, très, très impressionnant. Mais certains dans mon groupe se sont rendus compte que les gens étaient comme forcés d'être assis là. Ils ne pouvaient pas se lever tant que c'était pas terminé. Donc, c'est toujours la même chose, c'est que ça a l'air très beau, mais quand tu regardes un peu de l'autre côté, bien, c'est un peu triste aussi. Le long du parcours, il s'est fait un devoir de toucher aux mains des Nord-Coréens. C'est peut-être la seule fois dans l'année où ils vont voir quelqu'un qui n'est pas de leur pays parce qu'ils n'ont pas accès à la télé extérieure, ils n'ont pas accès à la radio extérieure, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas d'autres journaux. Donc, ne serait-ce que cette fois-là dans l'année, quand ils auront vu quelqu'un qui vient de l'extérieur, voir que c'est quelqu'un qui est gentil, qui sourit puis qui a du fun avec eux. Tout au long de son séjour là-bas, Patrick Arsenault était constamment accompagné par 2 guides du régime qui le soumettaient aux règles du pays, comme s'incliner devant les statues des dirigeants. Quand c'est le temps de le faire, ils nous expliquent vraiment comment ça va se passer, plusieurs minutes à l'avance, de se mettre en rang, d'être bien en rang, pas de gomme, pas de lunettes fumées, pas de casquette, pas de manteau zippé. Et quand c'est le temps de s'incliner, bien, on le fait, mais c'est un peu comme sur d'autres religions où on nous demanderait d'enlever nos souliers ou peu importe. Fait que, c'est comme ça que moi je l'ai vu, c'est pas quelque chose que moi j'aime, mais ça faisait partie de la game, ça n'a pas été si pire que ça. Aujourd'hui, il portait les couleurs de la Corée du Nord, non pas comme appui au régime, mais bien pour saluer les habitants du pays qui sont isolés du reste du monde. C'est un peu en appui au peuple nord-coréen, mais évidemment que non, le régime, pas du tout. Je n'approuve absolument pas ce qu'ils font, c'est clair. Mais il faut quand même... faut pas les isoler dans un coin puis rendre les choses encore pires. Là. Surtout qu'en ce moment, on voit qu'une petite ouverture. Il faut rester vigilant là-dedans parce que je ne sais pas où ça va mener. On voit qu'il y a une petite ouverture. Fait que
Ça serait le fun qu'ils puissent se joindre avec les autres nations. Quand le sport rejoint la culture. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au tennis, Félix Auger-Aliassime a trouvé chaussures à son pied au premier Master 1000 de la saison sur terre battue en affrontant Mischa Zverev à Monte-Carlo. Le Québécois s'est bien défendu face à l'Allemand lors de la première manche, mais ultimement, c'est le vétéran de 30 ans qui a eu le dessus 6-2. Dans les câbles, au deuxième set, l'athlète de 17 ans prend confiance et sort un lapin de son chapeau. Zverev lui cédera la manche au bris d'égalité 7-6. Auger-Aliassime peine à suivre le rythme imposé, même à une manche partout. Il trouve quand même le moyen de gâter la foule avec de superbes coups. L'Allemand n'a aucun mal à s'imposer lors de la manche ultime et défait le jeune talent québécois 6-2, 6-7 et 6-1. Au hockey féminin, les Titans de Limoilou ont mis la main sur un 6e championnat provincial en 7 ans en l'emportant 2-0 contre les Lynx d'Édouard Montpetit samedi dernier à Longueuil. Après avoir dominé la saison régulière collégiale, les Titans ont balayé les séries éliminatoires pour une 3e année consécutive. Les joueuses de Pascal Dufresne ont remporté leur série quart de finale, demi-finale et finale sans connaître une seule défaite. Et c'est vendredi soir dernier qu'a eu lieu au club l'Empire Academy l'hommage à David Whittam, décédé le 16 mars dernier à l'âge de 39 ans, après avoir passé près de 10 mois à l'hôpital à la suite de son dernier combat de boxe. Pour cette occasion spéciale, le ring du club de l'avenue Néré-Tremblay avait été transformé en mémorial. Plusieurs photos et souvenirs du regretté boxeur recouvraient la surface de combat. Ce rendez-vous initié par l'ancien entraîneur de David, François Duguay, aura permis de combler un vide pour ceux et celles n'ayant pu assister aux funérailles qui s'étaient déroulées le 26 mars à Fredericton. C'est un fighter. Écoute, il s'est battu toute sa vie à n'importe quel prix. Il s'est battu contre ses démons. Il s'est battu dans le ring. Puis il y a un journaliste qui a dit il s'est même gardé un petit combat pour la fin. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.